Je reprends tout de suite Frankenstein. Nous en sommes au chapitre 18 et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Londres fut notre point de repos. Nous résolûmes de rester plusieurs mois dans cette ville étonnante et célèbre. Clerval désirait voir les hommes les plus remarquables de cette époque par leur talent ou leur génie, mais je n'y attachais qu'une importance secondaire. J'étais principalement occupée des moyens de recueillir les renseignements dont j'avais besoin pour accomplir ma promesse. Je profitais sur le champ des lettres d'introduction que j'avais apportées et qui étaient pour les philosophes les plus distingués. Si ce voyage avait eu lieu pendant mes jours d'études et de bonheur, il m'aurait fait goûter un plaisir inexprimable. Mais mon existence était traînante et mon unique but, en visant ces hommes célèbres, était de tirer parti de leur connaissance pour l'objet auquel ma destinée était liée d'une manière si terrible. La société était fatigante pour moi, mais seule j'étais libre de contempler le ciel et la terre. La voix de Henri adoucissait mes ennuis et je pouvais ainsi m'abuser moi-même dans une paix passagère. Des visages gais et vifs, au contraire, ne pouvaient m'intéresser et reportaient le désespoir dans mon cœur. Je voyais une barrière insurmontable, placée entre mes semblables et moi. Elle était scellée du sang de Guillaume et de Justine, et mon âme, en se retraçant ces événements, éprouvait de mortelles angoisses. Clerval m'offrait l'image de ce que j'étais autrefois. Il était observateur et il observait pour son expérience et son instruction. La différence qu'il remarquait dans les usages était pour lui une source inépuisable d'instruction et d'amusement. Il était sans cesse occupé et n'était troublé dans ses plaisirs que par mon air triste et abattu. Je tâchais de le lui cacher autant que possible, afin de ne pas le priver des plaisirs naturels pour qui entre dans un nouveau genre de vie et n'est tourmenté par aucun souci ni par des souvenirs amers. Je refusais souvent de l'accompagner, prétextant un autre engagement, mais dans les faits pour rester seule. À cette époque, je me mis aussi à réunir les matériaux nécessaires pour ma nouvelle création. Ce fut pour moi le supplice des gouttes d'eau tombant une à une et continuellement sur la tête. Si ma pensée se portait sur ce travail, une profonde douleur s'emparait de moi. Si une parole s'y rattachait par quelque allusion, mes lèvres étaient tremblantes et mon cœur palpitant. Nous avions déjà passé quelques mois à Londres quand nous reçûmes une lettre d'une personne d'Écosse qui avait eu l'occasion de nous voir autrefois à Genève. Elle vantait les beautés de son pays natal et nous demandait si elle n'aurait pas assez d'attrait pour nous engager à pousser notre voyage au nord jusqu'à Perth, où elle demeurait. Clerval désirait vivement accepter cette invitation et malgré mon horreur pour la société, je voulus aussi voir des montagnes, des torrents et toutes les merveilles dont la nature se plaît à orner les lieux qu'elle préfère. Nous étions arrivés en Angleterre au commencement d'octobre et nous étions alors en février. En conséquence, nous nous déterminâmes à commencer notre voyage vers le nord un mois plus tard. Dans notre excursion, nous n'avions pas le projet de suivre la grande route jusqu'à Édimbourg, mais de visiter Windsor, Oxford, Matlock et les lacs de Cumberland, et de terminer ce voyage en juillet. J'emballais mes instruments de chimie et les matériaux que j'avais réunis avec l'intention de finir mes travaux dans quelques coins obscurs des pays montagneux de l'Écosse. Partis de Londres le 27 mars, nous mîmes quelques jours à parcourir les belles forêts de Windsor. Des chênes majestueux, une multitude prodigieuse de gibier et des troupes de daims superbes présentaient une scène tout à fait nouvelle pour nous qui habitions les montagnes. De là, nous allâmes à Oxford.
En entrant dans cette ville, les événements dont elle avait été le théâtre plus de 150 ans auparavant se retracèrent à notre esprit. C'est là que Charles Ier avait rassemblé ses forces. Cette ville lui avait gardé fidélité, même après que la nation entière eut abandonné sa cause pour suivre l'étendard du Parlement et de la liberté. La mémoire de ce roi infortuné, les compagnons de son malheur, l'aimable Falkland, l'orgueilleux Gower, la reine et son fils donnaient un intérêt particulier à chaque partie de la ville qu'on supposait leur avoir servi d'habitation. Nous nous plaisions à suivre les traces de l'esprit des anciens temps qui semblaient y régner encore. Je vous lis la note quand même. En 1628, le Parlement anglais opposa une limite constitutionnelle à l'absolutisme du roi Charles Ier. Ce furent les prémices de la première révolution anglaise, ou Grande Rébellion, 1642-1649. qui fit tomber puis exécuter Charles Ier le 30 janvier 1649. La monarchie fut abolie et la République instaurée sous l'égide d'Oliver Cromwell. Quand bien même ces sentiments n'auraient pas satisfait notre imagination, la ville était par elle-même assez belle pour obtenir notre admiration. Les collèges sont anciens et pittoresques, les rues sont presque magnifiques, et la bienfaisante Isis, qui la baigne et coule à travers des prés d'une verdure éclatante, présente une surface douce qui réfléchit un assemblage majestueux de tours, de pyramides et de dômes relevés en relief parmi de vieux arbres. J'étais enchantée de cette vue et, cependant, je n'éprouvais pas ce plaisir sans que le souvenir du passé et le sentiment de l'avenir n'y joignissent de l'amertume. Excusez-moi, j'avais envie de bailler. J'étais fait pour le bonheur paisible. Dans ma jeunesse, je n'avais jamais connu le chagrin et, si je me laissais quelquefois gagner par l'ennui, la vue des beautés de la nature ou l'étude de ce qui est excellent et sublime dans les productions de l'homme intéressait toujours mon cœur et avait le pouvoir de m'électriser. Mais je suis un arbre tombé. Le trait a pénétré mon âme et j'ai senti alors que je survivrais pour montrer, pendant quelque temps seulement, le spectacle déplorable de l'humanité qui succombe en pitié aux autres et en horreur à moi-même. Nous passâmes beaucoup de temps à Oxford afin de parcourir les environs et de chercher à reconnaître chaque lieu qui rappelait l'époque la plus intéressante de l'histoire anglaise. Nos petits voyages de découverte étaient souvent prolongés par les objets qui se présentaient successivement. Nous visitâmes le tombeau de l'illustre Hampden et la plaine où périt ce patriote. John Hampden, 1594-1643, fut le principal opposant du Parlement à l'absolutisme de Charles Ier. Un moment, mon âme oublia son avilissement et ses craintes misérables pour se livrer aux idées sublimes de liberté et de sacrifice de soi-même dont ces lieux étaient le monument et le souvenir. Un moment, j'osais briser mes chaînes et regarder autour de moi avec orgueil et liberté, mais j'avais été trop profondément blessée et je ne tardais pas, hélas, à retomber en moi-même, tremblant et sans espoir. Nous quittâmes Oxford avec regret pour nous diriger vers Matlock, le lieu le plus rapproché où nous pussions nous arrêter. Le pays qui est auprès de ce village a plus de ressemblance avec la Suisse, mais tout est dans une petite proportion et les vertes collines ne sont pas couronnées dans l'éloignement par la cime blanche des Alpes, comme les montagnes de mon pays natal. Nous visitâmes l'étonnante caverne et les petits cabinets d'histoire naturelle, où les curiosités sont disposées de la même manière que dans les collections qui sont à Servoz et à Chamonix. Ce dernier nom prononcé par Henri me fit trembler,
et je me hâtais de quitter Matlock ainsi associé à ce lieu terrible. De Derby, en voyageant toujours vers le nord, nous passâmes dans le Cumberland et le Westmoreland, où notre séjour fut de 2 mois. Je pus alors me croire presque au milieu des montagnes de la Suisse. Les petits monceaux de neige qui n'étaient pas encore détachés de la partie nord des montagnes, les lacs et les sources qui jaillissent au milieu des rochers, tout ce que je voyais enfin m'était cher et familier. Nous liâmes dans ce pays connaissance avec quelques personnes qui presque toutes s'efforcèrent de me rendre au bonheur. Le plaisir de Clerval était en proportion plus grand que le mien. Son esprit s'élevait dans la société des hommes de mérite et il trouvait en lui-même plus d'instruction et de ressources qu'il ne pensait en avoir lorsqu'il était avec ses inférieurs. Je pourrais passer ici ma vie, me disait-il, et parmi ces montagnes, je regretterais à peine la Suisse et le Rhin. Cependant, il disait que si la vie d'un voyageur est remplie de plaisir, elle n'est pas cependant exempte de peine. Il n'a pas de limite dans ses sentiments et, au moment où il commence à jouir du repos, il se trouve obligé de quitter le lieu où il s'arrêtait avec plaisir pour courir après quelque objet nouveau qui engage encore son attention et qu'il abandonne aussi pour d'autres nouveautés. Nous avions à peine visité les différents lacs du Cumberland et du Westmoreland et pris affection pour quelques-uns des habitants que nous fûmes à l'époque du rendez-vous fixé par l'Écossais, notre ami. Nous nous séparâmes de nos hôtes pour continuer notre voyage. Pour moi, je n'en fus pas affligée. J'avais négligé quelque temps ma promesse et je redoutais les effets de la colère du démon. Il pouvait rester en Suisse et assouvir sa vengeance sur mes semblables. Cette idée me poursuivait et me tourmentait à chaque moment. Sans cela, j'aurais trouvé le repos et la paix. J'attendais mes lettres avec l'impatience d'un homme qui a la fièvre. Étaient-elles en retard? J'étais malheureux et accablé de 1000 frayeurs. Arrivait-elle? Je voyais l'écriture d'Élisabeth ou de mon père. J'osais à peine lire et m'assurer de mon sort. Quelquefois, je pensais que le démon me suivait et pourrait hâter ma négligence en assassinant mon compagnon de voyage. Lorsque j'étais poursuivi de ces idées, je ne voulais pas quitter Henri un instant. Je le suivais comme son ombre pour le protéger contre la rage de celui qui me semblait devoir être son meurtrier. Excusez-moi, c'est terrible. J'étais semblable à l'homme qui s'est souillé d'un crime énorme et qui est sans cesse dévoré par le remords. J'étais innocent, mais j'avais attiré sur ma tête une malédiction terrible, aussi mortelle que celle du crime. Je visitais Édimbourg avec indifférence, bien que cette ville soit digne d'intéresser l'être le plus malheureux. Clerval ne l'aimait pas autant qu'Oxford, dont l'antiquité lui plaisait infiniment, mais la beauté et la régularité de la nouvelle ville d'Édimbourg, son château romantique et ses environs si délicieux, le palais d'Arthur, le puits de Saint-Bernard et les collines de Pentland le consolaient suffisamment d'avoir changé de place et le remplissaient de joie et d'admiration. Pour moi, j'étais impatient d'arriver au terme de mon voyage. Nous partîmes d'Édimbourg au bout d'une semaine, traversant Cupar, St Andrews et en longeant les rives du Tay jusqu'à Perth, où notre ami nous attendait. Peu disposé à rire et à causer avec des étrangers, ou à adopter leurs sentiments ou leurs projets avec la bonne humeur qu'on attend d'un hôte, j'annonça à Clerval que je désirais faire seul le tour de l'Écosse. « Amuse-toi, lui dis-je, et que ce lieu soit notre rendez-vous. Je puis être absent 1 mois ou 2, mais je t'en prie, ne t'inquiète pas de ce que je ferai. Laisse-moi un peu de temps dans le repos et la solitude, et lorsque je reviendrai, j'espère que mon cœur sera soulagé et plus d'accord avec ton caractère. » Henri voulut me dissuader, mais il s'aperçut que ma détermination était bien prise, et il cessa de me faire des remontrances, me priant de lui écrire souvent. « J'aimerais mieux être avec toi dans tes courses solitaires, disait-il, qu'avec ces Écossais que je ne connais pas. Hâte-toi donc, mon cher ami, de revenir, afin que je puisse encore me croire dans ma patrie, car pendant ton absence, je me croirais en exil. »
Je me séparai de mon compagnon, résolu de rechercher quelques lieux écartés de l'Écosse et de finir mon travail dans la solitude. Je ne doutais pas que le monstre ne me suivît et ne se découvrit à moi pour recevoir sa compagne lorsque j'aurais terminé. Dans cette résolution, je traversais les pays montagneux du nord et me fixais dans l'une des moins habitées et des plus arides des îles Orcades. Ce lieu convenait au travail auquel j'allais me livrer et n'était guère qu'un rocher dont les flancs élevés étaient continuellement battus par les vagues. Le sol était stérile, il pouvait à peine produire la pâture de quelques misérables vaches et le gruau d'avoine de ses habitants, au nombre de 5, et dont les membres maigres et décharnés témoignaient assez de leur misère ou de leur souffrance. Les végétaux, le pain et même l'eau fraîche étaient des objets de luxe dont on ne pouvait jouir qu'en les faisant venir du continent, à une distance d'environ 5 milles. Dans toute l'île, il n'y avait que 3 chétives chaumières. L'une d'elles était libre à mon arrivée. Je la louai. Elle ne contenait que 2 chambres, dont la malpropreté décelait la plus profonde détresse. Le chaume était enfoncé, les murs étaient dépourvus de plâtre et la porte sortie de ses gonds. J'ordonnai des réparations à ma nouvelle demeure, y mis quelques meubles, puis j'en pris possession. Ces dispositions auraient pu, sans doute, surprendre les montagnards, mais le besoin et la pauvreté engourdissent tellement leur sens qu'ils n'y firent aucune attention. De cette manière, je vécus sans être observé ni dérangé, et je fus à peine remercié de leur fournir des vêtements et des aliments, tant la souffrance émousse les sensations les plus simples des hommes. Dans cette retraite, je consacrais la matinée au travail, mais le soir, lorsque le temps le permettait, je me promenais sur le bord pierreux de la mer, prêtant l'oreille au mugissement des vagues qui se brisaient à mes pieds. C'était une scène à la fois monotone et variée. Je pensais à la Suisse, si peu semblable à ce cap désolé et effrayant, à ces montagnes couvertes de vignes, à ces plaines peuplées d'un grand nombre de chaumières, à ces beaux lacs réfléchissant un ciel pur et azuré, et au bruit de leurs vagues agitées par les vents, égal tout au plus à celui d'un enfant qui joue en comparaison des mugissements du vaste océan. Au moment de mon arrivée, je partageais ainsi mon temps, mais plus j'avançais dans mon travail, plus j'éprouvais d'horreur et de dégoût. Tantôt je ne pouvais prendre sur moi d'entrer dans mon laboratoire pendant plusieurs jours, tantôt je travaillais nuit et jour afin d'achever mon ouvrage. L'opération à laquelle je me livrais n'offrait que de la répugnance. Pendant mon premier essai, une sorte d'enthousiasme frénétique m'en avait dissimulé l'horreur, mon esprit n'envisageant que le résultat de mon travail et mes yeux n'étant frappés que des progrès. À présent, j'étais de sang-froid et je succombais souvent devant l'ouvrage de mes mains. Dans cette situation, adonnée au plus odieux travail, plongée dans une solitude où rien ne pouvait détourner mon attention de la scène qui m'occupait, je devins inégal, je perdis tout repos et j'éprouvais une irritation de nerfs. À tout moment, je craignais de rencontrer mon persécuteur. Quelquefois, je m'asseyais les yeux fixés sur la terre afin de ne pas voir, en les levant, l'objet dont j'étais si effrayée. Je prenais soin de ne pas m'écarter de la présence de mes semblables, dans la crainte qu'il ne vînt seul réclamer sa compagne. Cependant, je continuais mon travail et je l'avais même déjà considérablement avancé. J'envisageais le moment où il serait terminé avec un espoir mêlé de trouble et d'ardeur dont je n'osais me rendre compte, mais auquel venaient se joindre d'obscurs pressentiments de malheur, assez terribles pour jeter le trouble dans mon cœur. C'est le chapitre 19, excusez-moi. Je bâillais et je buvais.
hors champ. Voilà, je reprends le chapitre 19. Excusez-moi pour cette fatigue qui décidément ne me lâche pas. Voilà. Chapitre 19. J'étais assis un soir dans mon laboratoire. Le soleil était couché depuis longtemps et la lune s'élevait de la mer. Il n'y avait plus assez de jours pour que je puisse continuer mon ouvrage. Je le suspendis, incertain si je le laisserais pendant la nuit ou si je me hâterais de le terminer en m'y livrant sans relâche. À ce moment, une foule de réflexions se présentèrent à mon esprit et me conduisirent à considérer les effets du travail auquel je m'adonnais. 3 années auparavant, j'avais travaillé au même objet et j'étais parvenue à créer un démon dont la cruauté sans égale avait désolé mon cœur, à jamais rempli des remords les plus cuisants. J'allais désormais former une autre créature dont je ne pouvais prévoir le caractère. Peut-être deviendrait-elle 10 000 fois plus perverse que son compagnon et se complairait-elle au meurtre et au mal. Si ce dernier avait juré de quitter le voisinage de l'homme et de se cacher dans des déserts, celle-ci n'avait pris aucun engagement. Destinée, suivant toute apparence, à devenir un animal pensant et raisonnant, ne pouvait-elle refuser de consentir à un pacte antérieur à sa création? L'un et l'autre pourraient même se haïr. La créature qui avait déjà reçu la vie, choquée de sa propre difformité, ne risquait-elle pas d'en concevoir une plus grande horreur encore lorsqu'elle prendrait sous ses yeux la forme d'une femme? La nouvelle créature pourrait aussi se détourner de l'autre avec dégoût en voyant la beauté supérieure de l'homme. Elle pourrait quitter le monstre et lui, seul pour la seconde fois, ne serait-il pas exaspéré de cet affront nouveau? Supporterait-il d'être abandonné par un être d'une espèce semblable à la sienne? Si même il quittait l'Europe pour aller dans les déserts du Nouveau Monde, un des résultats inévitables de ces sympathies dont le démon avait besoin serait la naissance de leurs enfants, souches d'une race de démons qui se propagerait sur la terre et pourrait rendre l'existence même de l'espèce humaine précaire et pleine de terreur. Avais-je le droit, pour mon propre intérêt, d'infliger cette malédiction sur les générations à venir? J'avais été touchée auparavant par les sophismes de l'être que j'avais créé. J'avais été effrayée de ces menaces infernales. Mais dès lors, pour la première fois, j'envisageais le danger de ma promesse et je frissonnais en pensant que les siècles à venir me maudiraient comme leur fléau, moi qui, dans mon égoïsme, n'avais pas craint d'acheter ma tranquillité personnelle au prix, peut-être, de l'existence de toute la race humaine. Je tremblais et me sentais défaillir lorsque, en levant les yeux, j'aperçus à la clarté de la lune le démon auprès de la fenêtre. Il sourit en me voyant occupée de la tâche qu'il m'avait imposée, mais ce sourire était horrible. Ce n'était que trop vrai. Il m'avait suivi dans mes voyages, avait habité les forêts, s'était caché dans les cavernes ou dans les bruyères vastes et désertes, et il venait à présent observer mes progrès et réclamer l'accomplissement de ma promesse. Au moment où je le regardais, sa figure exprimait le premier degré de la perversité et de la perfidie. Je pensais, avec une sorte de démence, à la promesse que j'avais faite de créer un être semblable à lui. La fureur s'empara de moi et je brisai en plusieurs morceaux l'objet de mon travail. Le malheureux me vit détruire la créature de l'existence de laquelle dépendait son bonheur, et il s'éloigna en poussant un cri de désespoir et de vengeance. Je quittai le laboratoire, j'enfermai la porte à clé et je fis en moi-même le vœu solennel de ne reprendre jamais mes travaux. Et alors, à pas tremblants, je me dirigeai vers mon appartement. J'étais seule. Personne n'était auprès de moi pour dissiper mon chagrin et calmer les pensées les plus terribles sous lesquelles je succombais. Pendant plusieurs heures, assis près de ma fenêtre, je fixais les yeux sur la mer. Elle était presque immobile. Les vents se taisaient
et toute la nature reposait à l'éclat paisible de la lune. Quelques vaisseaux de pêche paraissaient seuls et, de temps à autre, la douce brise apportait les voix des pêcheurs qui s'interpellaient. Je jouissais de ce silence, sans sentir à peine combien il était profond, quand mon oreille fut tout à coup frappée par un bruit de rames qui touchait le bord et par celui d'une personne qui s'approchait de mon habitation. Quelques minutes après, j'entendis ma porte crier comme si l'on cherchait à l'ouvrir doucement. Je tremblais de la tête aux pieds. Agitée par le pressentiment de ce qui allait arriver, je voulus appeler un des paysans qui demeurait dans une chaumière peu éloignée de la mienne, mais, succombant à un sentiment de faiblesse, du genre de ceux qu'on éprouve si souvent dans des rêves effrayants, lorsqu'on s'efforce de fuir un danger dont on est menacé, je restai attachée à la même place. Bientôt j'entendis le bruit des pas le long du passage. La porte s'ouvrit et je vis le malheureux qui m'était si redoutable. Il ferma la porte, s'approcha de moi et dit d'une voix étouffée : « Quelle est votre intention en détruisant l'ouvrage que vous commenciez ? Osez-vous rompre votre promesse ? J'ai supporté la fatigue et la misère. J'ai quitté la Suisse avec vous. Je me suis traînée le long du Rhin. J'ai erré sur le sommet des montagnes qui l'avoisinent et parmi ces îles couvertes de sol. J'ai habité plusieurs mois dans les bruyères de l'Angleterre et au milieu des déserts de l'Écosse. J'ai enduré des fatigues inouïes, le froid et la faim. Osez-vous détruire mes espérances ? Éloigne-toi, je romps ma promesse. Jamais je ne consentirai à créer un autre être qui t'égale en difformité et en méchanceté. Esclave, j'ai jusqu'à présent raisonné avec toi, mais tu m'as prouvé que tu étais indigne de ma condescendance. Souviens-toi que j'ai le pouvoir. Tu te crois à plaindre ? Apprends donc que je puis te rendre si malheureux que la lumière du jour te sera odieuse. Tu es mon créateur, mais je suis ton maître. Obéis. L'heure de ma faiblesse est passée et le terme de ta puissance est venu. Tes menaces ne peuvent me porter à consentir à un acte de faiblesse, bien loin de là. Elles me confirment dans la résolution de ne pas te créer une compagne qui ne serait que la complice de tes crimes. Mettrais-je de sang-froid sur la terre un démon qui ne trouve de plaisir que dans la mort et le malheur ? Éloigne-toi, je suis inébranlable, et ce que tu diras ne sera propre qu'à exciter ma fureur. Le monstre vit ma détermination sur ma figure et grinça des dents dans sa rage impuissante. « Et quoi ?» s'écria-t-il. « L'homme peut presser une femme contre son sein, l'animal à sa compagne, et moi je serai seule dans la nature ?» J'avais des sentiments d'affection, ils ont été payés par la haine et le mépris. Homme, tu peux me haïr, mais prends-y garde. Ta vie se passera dans la crainte et la douleur. Bientôt ton cœur sera frappé du trait qui doit te priver à jamais du bonheur. Dois-tu être heureux tandis que je languis sous le poids de mon malheur ? Tu peux anéantir mes autres passions, mais j'aurai toujours la vengeance. La vengeance, désormais plus chère que la lumière ou la vie. Je puis mourir, mais avant ma mort, toi, mon tyran et mon bourreau, tu maudiras le soleil qui contemple ta misère. Prends-y garde, car je suis sans crainte et par conséquent puissant. J'épierai avec la ruse du serpent et je blesserai avec son venin. Homme, tu te repentiras des maux que tu prépares. Tais-toi, démon, et n'empoisonne pas l'air par tes paroles criminelles. Je t'ai déclaré ma résolution et je ne suis pas assez lâche pour céder à tes menaces. Laisse-moi, je suis inexorable. C'est bien, je pars, mais souviens-toi que je serai avec toi la nuit de ton mariage. Je m'élançai en m'écriant : Monstre, avant que tu ne signes mon arrêt de mort, tâche d'être en sûreté toi-même. Je voulus le retenir, mais il m'échappa, quitta la maison à la hâte, et en peu d'instants il fut dans son bateau. Je le vis fendre les eaux avec la rapidité de la flèche, et je le perdis bientôt de vue au milieu des vagues.
Un profond silence régnait autour de moi, mais ces paroles retentissaient à mes oreilles. Dans ma rage, je brûlais de poursuivre celui qui me privait du repos et de le précipiter dans l'océan. Je parcourus ma chambre en tous sens, à pas précipités et hors de moi, pendant que mon imagination me présentait 1000 tableaux propres à me tourmenter et à me déchirer. Cependant, avant de partir, pourquoi ne l'avais-je pas suivi? Pourquoi n'avais-je pas engagé avec lui un combat mortel? Je l'avais laissé partir, et il s'était dirigé vers le continent. Je frissonnais en pensant qu'elle pourrait être la première victime sacrifiée à son insatiable vengeance. Et alors je me rappelais ces paroles. Je serai avec toi la nuit de ton mariage. C'était donc à cette époque qu'était fixé le terme de ma destinée. Je devais mourir à cette heure, satisfaire et éteindre à la fois sa perversité. Je n'en tremblais pas, mais venant à penser à ma chère Élisabeth, à ses pleurs et au chagrin éternel qu'elle éprouverait en voyant son amant si cruellement arraché à ses bras, je sentis couler des larmes, les premières que j'eusse versées depuis plusieurs mois, et je résolus de ne pas succomber devant mon ennemi sans une résistance complète. La nuit s'écoula, et le soleil s'éleva de l'océan. Je fus plus calme, si l'on peut appeler calme celui dont la rage violente se change en un profond désespoir. Je quittai la maison, théâtre horrible de la dispute de la veille, et me promenai sur le bord de la mer, qui me paraissait une barrière insurmontable entre mes semblables et moi. Je formais le désir de pouvoir passer ma vie sur ce rocher stérile, dans l'ennui, mais du moins certain de ne pas être frappé de douleur par quelque catastrophe soudaine. En revenant au milieu des hommes, je devais m'attendre à être sacrifié ou à voir ceux que j'aimais le plus mourir de la main d'un démon que j'avais créé moi-même. Je me promenais dans l'île comme un spectre inquiet, séparé de tout ce qu'il aimait et malheureux de cette séparation. Vers midi, à l'heure où le soleil est le plus élevé, je m'étendis sur l'herbe et m'endormis profondément. Je n'avais pas dormi de toute la nuit précédente. Mes nerfs étaient agités, mes yeux échauffés par la veille et la douleur. Je fus rafraîchi par ce sommeil. En me réveillant, je crus appartenir encore à une race d'êtres humains semblables à moi-même et me mis à réfléchir avec plus de calme à ce qui s'était passé. Cependant, les paroles du démon retentissaient toujours à mes oreilles, comme la cloche de la mort. Elles paraissaient être l'effet d'un songe, mais d'un songe distinct et oppressif comme une réalité. Le soleil était déjà fort avancé dans sa course, mais je me tenais encore sur le rivage, et j'étais à manger un gâteau d'avoine pour apaiser ma faim dévorante, lorsqu'un bateau de pêcheurs s'arrêta près de moi et m'apporta un paquet contenant plusieurs lettres de Genève, ainsi qu'une de Clerval, mon ami, qui m'engageait à le rejoindre, me disant qu'il y avait près d'1 an que nous étions partis de Suisse et que nous n'avions pas encore visité la France. Il me priait donc de quitter mon île solitaire et de venir au bout d'une semaine le trouver à Perth, où le plan de nos voyages pourrait être concerté. Je fus rappelé à la vie par cette lettre et me déterminai à quitter mon île 2 jours plus tard. Cependant, avant de partir, j'avais à faire une chose dont l'idée me causait un frissonnement. Il fallait emballer mes instruments de chimie et pour cela entrer dans la chambre qui avait été le théâtre de mon odieux travail et toucher ces ustensiles à la vue desquels je pâlissais. Le lendemain matin, au point du jour, je rassemblai tout mon courage et j'ouvris la porte de mon laboratoire. Les débris de la créature à moitié terminée et détruite étaient dispersés sur le plancher. En les voyant, j'éprouvais presque le même sentiment que si j'avais déchiré en lambeaux la chair vivante d'un être humain. Je m'arrêtai pour me recueillir, puis, après un moment, j'entrai dans la pièce.
J'en retirai les instruments d'une main tremblante, mais je réfléchis qu'il ne fallait pas y laisser les débris de mon ouvrage pour exciter l'horreur et le soupçon des paysans. En conséquence, je les mis dans un panier avec une grande quantité de pierres et les emportai dans le dessein de les jeter dans la mer la nuit même. Ce faisant, je m'assis sur le rivage et me mis à nettoyer et à ranger mes appareils de chimie. Jamais révolution n'avait été plus complète que celle qui avait eu lieu dans mes sentiments depuis le soir de l'apparition du démon. Auparavant, j'avais considéré ma promesse avec un profond désespoir, mais comme un engagement qui devait être tenu, quels qu'en fussent les résultats. Désormais, il me semblait que le voile avait été arraché de mes yeux et que je voyais clairement pour la première fois. L'idée de recommencer mes travaux ne se présenta pas à mon esprit un seul instant. La menace que j'avais entendue pesait sur mes pensées sans me porter à réfléchir qu'un acte volontaire de ma part pourrait la détourner. J'avais décidé en moi-même que la création d'un être semblable au premier démon que j'avais formé serait un acte du plus vil et du plus atroce égoïsme. Et je bannis de mon esprit toute pensée qui pût mener à une conclusion différente. Entre 2 et 3 heures du matin, la lune se leva. Je mis alors mon panier dans un petit esquif et m'éloignai du rivage à environ 4 milles. La Seine était solitaire. Il y avait bien quelques bateaux qui regagnaient le continent, mais je m'en tins éloigné. On aurait dit que j'allais commettre un crime horrible. J'évitais avec une inquiétude mortelle toute rencontre avec mes semblables. En même temps, la lune, qui auparavant avait été claire, fut couverte tout à coup d'un nuage épais. Je profitais de ce moment d'obscurité pour jeter mon panier dans la mer, prêtais l'oreille au bruit qu'il faisait en s'enfonçant et quittais la place que j'avais choisie pour cette opération. Le ciel se couvrit, mais l'air, refroidi seulement par le vent de nord-est qui venait de se lever, ne cessait pas d'être pur. Je ressentais une fraîcheur qui me parut si agréable que je résolus de rester plus longtemps sur l'eau. Je fixai le gouvernail dans une position directe et m'étendis sur le fond du bateau. La lune était cachée par les nuages. Tout était obscur et je n'entendais que le bruit de la barque, dont la quille fendait les vagues. Bercé par le murmure, je m'endormis bientôt d'un profond sommeil. Je ne sais combien de temps je restai dans cette situation, mais en m'éveillant, je m'aperçus que le soleil était déjà à une hauteur considérable. Le vent était violent et les vagues menaçaient continuellement d'engloutir mon petit esquif. Je pensais que le vent soufflant du nord-est devait m'avoir entraîné loin de la côte d'où j'étais parti. Je fis tout ce que je pus pour changer de direction, mais je ne tardai pas à reconnaître que le moindre effort aurait pour effet de submerger le bateau. Dans cette situation, ma seule ressource était de m'abandonner au vent. J'avoue que j'éprouvais quelques sentiments de terreur. Je n'avais pas de boussole avec moi, et je connaissais si peu la géographie de cette partie du monde que le soleil m'était peu utile. Je pouvais être emporté dans le vaste Atlantique et éprouver toutes les souffrances de la faim, ou bien être englouti dans les abîmes des flots qui battaient ma barque et mugissaient autour de moi. Errant depuis plusieurs heures, j'étais tourmenté par une soif brûlante, prélude à mes autres souffrances. Je regardais le ciel couvert de nuages que le vent chassait et auxquels d'autres nuages succédaient rapidement. Je regardais la mer qui allait être mon tombeau. « Démon, m'écriai-je, te voilà déjà satisfait. » Je pensais à Élisabeth, à mon père et à Clerval, et je tombais dans une rêverie si désespérante et si effrayante que, même à présent que la Seine va se fermer devant moi pour toujours, je tremble de me la rappeler. Quelques heures plus tard, le soleil pencha vers l'horizon. Le vent se changea insensiblement en une douce brise, et l'agitation de la mer fit place à un calme plat. Je m'affaiblissais et j'étais à peine capable de tenir le gouvernail quand tout à coup
je vis la terre vers le sud. Dans un moment où j'étais presque mort de fatigue et du doute affreux dans lequel j'étais depuis plusieurs heures, cette certitude soudaine de la vie pénétra jusqu'à mon cœur comme une source vivifiante de joie et me fit verser des larmes. Combien nos sentiments sont variables, combien est étrange cet amour opiniâtre de la vie, même dans l'excès de la misère. Je fis une autre voile avec une partie de mon vêtement et me dirigeai promptement vers la terre. Elle paraissait déserte et couverte de rochers, mais, en approchant davantage, je distinguai facilement des traces de culture. Je vis des vaisseaux près du rivage et me retrouvai tout à coup transporté dans le voisinage de l'homme civilisé. Je suivis avec empressement les détours de la côte et j'aperçus enfin un clocher qui s'élevait derrière un petit promontoire. Dans mon état extrême de faiblesse, je résolus de faire voile directement vers la ville, lieu où je pourrais le plus facilement pourvoir à ma nourriture. Par bonheur, j'avais de l'argent avec moi. En tournant le promontoire, je vis une jolie petite cité et un bon port où j'abordais en bondissant de joie de mon salut inespéré. Pendant que j'étais occupée à attacher le bateau et à arranger les voiles, plusieurs personnes s'attroupèrent autour de moi. Elles paraissaient très surprises de me voir paraître et, au lieu de m'offrir du secours, elles parlaient ensemble en faisant des gestes qui, dans tout autre instant, m'auraient alarmée. Mais alors, je remarquai simplement qu'elles parlaient anglais. Je m'adressai à elles dans cette langue. « Mes bons amis, leur dis-je, aurez-vous l'obligeance de me dire le nom de cette ville et de m'apprendre où je suis ?» « Vous le saurez assez tôt, répondit un homme avec une voix aigre. Peut-être êtes-vous venu dans un lieu qui ne vous plaira pas trop, mais on ne demandera pas votre goût, je vous le promets. Je fus excessivement surpris de recevoir une réponse aussi dure d'un étranger, et je ne fus pas moins déconcerté en voyant les figures sourcilleuses et irritées de ses compagnons. « Pourquoi me répondez-vous si durement ?» répliquai-je. « Assurément, les Anglais n'ont pas coutume de recevoir les étrangers d'une façon si peu hospitalière. »« Je ne sais pas, dit l'homme, quelle est la coutume des Anglais, mais celle des Irlandais est de haïr les scélérats. » Pendant cet étrange dialogue, je vis la foule se grossir rapidement. Les figures exprimaient un mélange de curiosité et de colère qui m'impatientait et commençait à m'alarmer. Je demandai le chemin de l'auberge. Personne ne répondit. Je marchai en avant, mais un murmure s'éleva de la foule. Il me suivit et m'entoura jusqu'à ce qu'un homme de mauvaise mine me frappa sur l'épaule et me dit « Venez, monsieur, il faut me suivre chez monsieur Kirwin pour dire qui vous êtes. » « Qui est-ce, monsieur Kirwin ? Pourquoi devrais-je donner des renseignements sur mon compte ? Ne suis-je pas dans un pays libre ? Oui, monsieur, assez libre pour les honnêtes gens. Monsieur Kirwin est un magistrat auquel vous allez donner des renseignements sur la mort d'un gentleman qui, la nuit dernière, a été trouvé assassiné. » Je tressaillis à cette réponse, mais me remis bientôt. J'étais innocent. Il serait facile de le prouver. Je suivis donc en silence mon conducteur et fus conduit dans une des meilleures maisons de la ville. J'étais près de tomber de fatigue et de faim, mais, étant entouré de la foule, je pensais qu'il était convenable de rassembler toute ma force afin qu'on n'attribuât pas la faiblesse de mon corps à la crainte ou au remords du crime. Je m'attendais peu alors au malheur qui allait dans quelques moments peser sur moi et étouffer dans l'horreur et le désespoir toute crainte d'ignominie ou de mort. Je m'arrête ici, car j'ai besoin de tout mon courage pour me rappeler les événements effrayants que je vais raconter avec exactitude. C'est la fin du chapitre 19. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis désolée pour les bâillements, notamment, et pour avoir heurté les mots.
Voilà, excusez-moi pour ça. Et je vous remercie donc pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Frankenstein. Merci beaucoup. À bientôt.